Le projet d'extension de la ville de Kinshasa, Kiamona Campus Lab, a lancé sa première édition à l'amphithéâtre de l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP le 6 mai 2025. Thème, projet d'extension de la ville de Kinshasa, une initiative ambitieuse, un projet d'envergure et un moteur de croissance en Afrique. Une conférence avec des panélistes de haute facture qui ont eu à épater les publics estudiantins. Ces projets d'extension se veulent d'abord aménagés avant l'occupation des 43 000 hectares du côté Maluku. Thierry Katemboué, coordonnateur principal du comité stratégique de supervision de ces projets, explicite. Ce qu'on retient d'abord, c'est que le projet d'extension de la ville de Kinshasa est une réalité, est une volonté politique ferme et aujourd'hui est prêt à démarrer. Ça, c'est de 1. De 2, c'est la participation de la jeunesse congolaise. Voilà ce qui est marquant dans la journée d'aujourd'hui. C'est la participation de la jeunesse congolaise à ce projet, l'identité congolaise, une âme congolaise et une impression incroyable de voir cette vigueur et cette énergie de la créativité de la jeunesse. Oh, c'est un projet qui est un projet évolutif, comme on dirait. C'est un projet que nous avons mis en plusieurs phases. La première phase, 12 mois, 4 ans, 8 ans, sont les timings qui sont de façon, je peux dire, scientifique évalués aujourd'hui. Mais c'est un projet évolutif. À partir de l'instant où ça sera mis en place, à partir de l'instant où l'État aura lancé durant les premières années, il y a beaucoup de choses qui seront évolutives d'elles-mêmes. Mais sinon, on est sur une vision de 4 ans pour les 2 premières grandes phases et de 8 ans pour la suite des phases. Déjà, je dois ici signifier ma grande stupéfaction et ma joie. Et plutôt aussi peut-être, je veux dire, un honneur de voir à quel point est-ce qu'ils sont brillants. Ils sont très brillants. J'entends dire que l'éducation au Congo est morte, mais j'espère que ne plus jamais entendre ça. Ce que nous avons vécu aujourd'hui est extraordinaire. On a eu plusieurs projets qui ont été très bien présentés. 10 ont été retenus. Et bien sur les 10, personnellement, j'ai eu difficile à départager. Il y avait un jury qui a départagé sur 3, mais pour moi les 10 sont des gagnants. C'est extraordinaire. On retient non seulement dans la conception, mais dans la profondeur de ce qui est fait. Dans l'explication technique de la gestion de ces infrastructures, c'est du niveau des ingénieurs déjà accomplis. Donc ça, j'aimerais vraiment féliciter les professeurs, féliciter finalement cet enseignement qui est décrié, mais ce que je viens de voir aujourd'hui est hyper impressionnant et croyez-moi que tout ce qu'on a innové aujourd'hui, vous le verrez sur la nouvelle ville, vous verrez tous ces jeunes vont participer à ce projet de bout en bout. Au début, ils seront jeunes, mais le temps que ça se termine, certains d'entre eux seront sûrement des grands patrons puisqu'ils auront réalisé de très gros projets. Parfaitement, ça vient désenclaver, ça vient désengorger, ça vient donner une nouvelle dynamique économique, ça vient créer de l'emploi, ça vient redonner de l'espoir et de la fierté à la capitale Kinshasa, qui sera maintenant un vrai miroir à la hauteur de nos potentialités, de notre fierté et digne de ce que nous représentons, digne de ce pourquoi nous nous battons pour garder cette terre. Dans son intervention, l'expert en BTP, les professeurs ingénieurs, directeur général de l'INBTP, Cédric Chibangu, revient sur la question des infrastructures dans la ville de Kinshasa. On utilise des imprimantes 3D pour arriver à construire. Mais l'avantage de tout cela, c'est quoi? C'est que de la même façon que j'ai dit, si je demandais à ce que je puisse construire, par exemple, l'amphithéâtre ici, puisse avoir une forme curviligne, pour arriver à faire un coffrage avec la forme curviligne, ça sera peut-être très compliqué, mais avec un robot, il suffit tout simplement de programmer le cercle et le cercle avec votre imprimante 3D, il vous construit la forme parfaite que vous êtes en train de chercher. Donc en soi, l'apport de la technologie
elle est trop importante dans les secteurs, à la fois au niveau de la conception et au niveau de la réalisation des infrastructures. Aujourd'hui, nous posons un sérieux problème ici chez nous en ce qui concerne l'exploitation des infrastructures. L'exploitation des infrastructures pose problème surtout en ce qui concerne l'entretien. Mais l'entretien des infrastructures doit être programmé. Mais la programmation, c'est en fonction de l'évolution du comportement de nos infrastructures. Mais pour arriver à prélever le comportement en temps réel de l'évolution de nos infrastructures, parfois on a besoin de certains équipements pour arriver à faire l'auscultation et la surveillance. Mais aujourd'hui, avec de la technologie, on peut arriver à implanter des équipements qui nous permettent d'ausculter nos bâtiments en temps réel, d'ausculter nos routes afin de nous donner des éléments qui pourront nous permettre de programmer l'entretien de nos ouvrages. L'un des pertinents panélistes de la journée, c'était également le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama Akoulès, qui a exposé sur les reflets et l'identité culturelle et historique. Dans les constructions modernes, en attachant ainsi à la notion de la signature la marque de l'identité culturelle propre à chaque ville, comme il est question très souvent d'une signature individuelle qui doit être authentifiée parce que c'est une marque distinctive. Par signature architecturale, j'entends désigner les éléments distinctifs qui permettent de reconnaître les modes de construction propres à une ville, parce qu'une ville doit ressembler à ses habitants. Elle doit porter ainsi la culture et l'identité de ses habitants. Voilà pourquoi la signature architecturale n'est pas l'effet du hasard. Elle ressort nullement d'un simple fait de vouloir construire pour se doter un abri. En revanche, elle résulte d'un savoir-faire patrimonial. D'une part, de l'identité, elle résulte de la culture et des idéologies politiques et religieuses qui caractérisent un peuple et son besoin constant de se réinventer dans le monde. En ce sens, la signature architecturale est le produit d'une identité culturelle et de l'histoire d'une communauté ou d'un peuple. D'emblée, cette affirmation soulève deux questions à l'horizon de notre réflexion. Comment un peuple acquiert-il une identité culturelle? Et de quelle manière celle-ci peut impacter l'architecture de sa ville? En réponse à ces interrogations, je formule l'hypothèse suivante. La connaissance préalable de l'identité culturelle d'un peuple serait déterminante à l'acquisition d'une signature architecturale propre à une ville. Autrement dit, pour réinventer une ville, il faut interroger la manière dont se décline l'identité culturelle de ses habitants. Et de cette hypothèse, je propose de structurer mon propos en trois moments, dont je commencerai par un bref aperçu théorique de la culture, du concept d'identité et de l'histoire. Je ferai ensuite une approche pratique de l'identité culturelle par un tour d'horizon des villes, des vieilles civilisations. Culture ici sous-entend l'enrichissement personnel par l'effort. De cet enrichissement, la culture intègre tant les aspects individuels qu'un héritage assumé des diverses expériences, des rencontres et en un mot pour dire de l'altérité. Les rencontres avec l'autre et l'acceptation de l'autre. Comprise comme enrichissement par effort, la culture d'un peuple se dévoile par son identité, et par une identité on attend
l'identification d'une personne ou d'une communauté historique à l'altérité. L'identité d'une personne, d'une communauté est faite des identifications à des valeurs, des normes, des idéaux, des modèles, des héros dans laquelle la personne ou la communauté se reconnaît. L'identification devient un processus par lequel la personne intègre dans son être une manière d'être, une valeur, un idéal de vie, un modèle à suivre, découvert ou trouvé dans sa société. L'identification peut fonctionner comme une affirmation identitaire. C'est ainsi qu'on parlera de l'auto-identité définie par soi et une hétéro-identité ou exo-identité définie par les autres. Je voudrais m'arrêter un moment ici. L'auto-identité, c'est se dire qui sommes-nous, qui voulons-nous devenir. Ok? Donc on s'est dit que vous vous identifiez par vous-même, vous décidez, et ça ce n'est pas donné à beaucoup de pays africains de s'auto-identifier. Très souvent nous subissons ce qu'on appelle l'hétéro-identité ou l'exo-identité, qui est une assignation où on s'est dit, voilà, j'ai un Américain et j'ai un Africain, eh bien, les moins avancés, ça devrait être l'Africain, les pauvres, ça devait être l'Africain, les sauvages, ça devait être l'Africain. Ça, c'est l'exo-identité ou l'hétéro-identité. Mais nous devons avoir un pouvoir à travers cette ville de promouvoir l'auto-identité. Décider de qui nous voulons devenir. À cet effet, il n'y a pas d'identité en soi, ni même pour soi. L'identité est toujours un rapport à l'autre, je disais tantôt. Et des pays qui ont réussi à imposer leur auto-identification, c'est des pays comme les États-Unis, la France. Parce que ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, c'est ce que nous pensons aussi d'eux. Mais ce que nous pensons de nous-mêmes est des fois nié. Vous pouvez retrouver un professeur d'université en Europe, parce qu'il est noir, on pense que c'est un immigrant. Il peut être gouverneur d'une banque et on pensera toujours qu'il vaut moins qu'un Français qui dort dans le métro ou un Américain qui dort dans le métro à New York. Donc voilà, l'identité est toujours un rapport à l'autre. Autrement dit, l'identité et l'altérité sont parties liées et sont dans une relation dialectique. Acquise par identification à une référence enracinée dans la culture, l'identité n'est pas statique. C'est ça ce que vous devez comprendre. Ou acquise une fois pour toutes. L'identité n'est pas un état, c'est un processus. Elle n'est pas une essence, mais une donnée historique qui se construit, se déconstruit et reconstruit au gré des conjonctures politiques, économiques, sociales, locales et régionales. Arrivé au moment fort de cette conférence, celui de la délibération par les jurys des projets soumis par les étudiants de l'INBTP, là-bas et l'ISAU, 3 seulement ont été retenus, dont la 3e position, l'UNBTP, la 2e et 1re place, rappelée par l'ISAU du directeur général, le professeur Rodin Kourou. Les gagnants du Kemona New Lab, première édition, se sont exprimés. Premièrement, je remercie d'abord Kiamona Campus Lab d'avoir eu cette initiative de lancer ce projet. Je suis très heureuse, mon groupe aussi, d'avoir participé et d'avoir remporté ce concours, même si nous ne sommes pas la première place, mais quand même, j'en suis très heureuse. Ici pour la bonne cadre d'académie, les amis et moi, ici présents, sommes étudiants
finalistes à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Nous faisons tous l'architecture et nous sommes très contents de gagner le premier prix de cette première édition de Kinshasa Kiamona, qui est le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Merci. Vous avez parlé. Au départ, il y a eu 8 catégories de sujets et mon groupe et moi avons travaillé sur le portail d'entrée du mémorial des victimes des guerres. Alors sur ce portail, l'enjeu était de mettre en lumière les conflits vécus par nos frères et sœurs à l'Est, mais aussi de redonner l'espoir à toutes les victimes survivantes afin que l'avenir soit souriant pour eux. La ville de Kinshasa sera bientôt désengorgée grâce à ces projets qui n'est rien d'autre que la matérialisation de la vision claire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.